Je laisse maintenant la parole à Louison, accompagnée d'Antoine et Nicolas, pour nous parler sport. Antoine, Nicolas, bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour. Vous venez aujourd'hui nous parler du marché des transferts du football et de ses scandales. Alors tout d'abord, pourquoi vous êtes-vous intéressé à la dérégulation du marché des transferts du football ? Aujourd'hui, si on vous parle d'acheter un joueur professionnel 113 €, vous allez vous moquer de moi. C'est pourtant le premier transfert officiel de l'histoire du football. Willie Groves était transféré à Aston Villa pour la modique somme de 100 livres sterling en 1893. En 1973, le ballon d'or Johan Cruyff, qui ne s'empêchait pas de fumer à la mi-temps dans les vestiaires, était le premier transfert à passer le million d'euros déboursé par le FC Barcelone. On va ensuite constater une inflation grandissante. À la fin des années 90, Ronaldo, le Brésilien, est transféré pour 30,5 millions à l'Inter Milan. 4 ans plus tard, le transfert le plus cher de l'histoire est multiplié par 2,5, passant à 75 millions. Zinedine Zidane passait alors de la Juventus au Real Madrid. Le Real va faire sauter la banque en 2009 puis 2013 en recrutant Cristiano Ronaldo et Gareth Bale pour 94 et 100 millions d'euros. Plus récemment, ce sont les pépites françaises qui affolent le marché. Ousmane Dembélé, Paul Pogba et Kylian Mbappé ont été vendus pour une somme cumulée de presque 400 millions d'euros en seulement 2 ans. Aujourd'hui, le joueur le plus cher de l'histoire est le Brésilien Neymar, parti pour le Paris Saint-Germain pour 222 millions d'euros, soit près de 2 millions de fois Willie Groves. Et comment peut-on expliquer cette inflation grandissante ? Eh bien, il y a plus d'argent dans le monde du football, donc forcément, les clubs se livrent des batailles sans merci sur le marché des transferts. Les joueurs jouent aussi avec cette compétition afin d'obtenir de meilleurs salaires. Les sponsors investissent de plus en plus, les contrats sont colossaux. Nike paye 105 millions d'euros au FC Barcelone pour son maillot sur une saison, ce qui fait un total de 261 millions en recettes sponsoring et naming. Le naming, un autre moyen de gagner toujours plus d'argent. Arsenal gagne 45 millions d'euros sur une saison pour qu'Emirates puisse être sur son maillot et porte le nom de son stade. La compagnie d'assurance Allianz en a fait une véritable stratégie en s'appropriant le naming de 3 grands stades européens, le Bayern Munich, Nice et la Juventus. Aujourd'hui, le top 10 des clubs ayant les revenus et les sponsoring les plus élevés sur une saison représente 1,645 milliard d'euros, soit le revenu du PIB de Saint-Marin. D'accord, et donc quels sont les autres revenus de ces clubs de football ? Les droits TV prennent une part de plus en plus importante dans les recettes des clubs. Ils sont en train de littéralement exploser. En France, un accord a été trouvé sur la prochaine période 2020-2024, les faisant passer de 760 millions à 1,153 milliards, soit une augmentation de 60%. Cependant, cette somme peut paraître dérisoire comparée au championnat britannique. 2,76 milliards d'euros ont été répartis la saison précédente entre les 20 clubs de Première Ligue. Les 6 meilleurs clubs d'Angleterre ont touché entre 160 et 172 millions chacun. Cette augmentation vient de l'internationalisation du football, avec notamment le développement du marché asiatique et américain. Certains matchs de Ligue 1 ont été programmés à 13h pour l'on puisse les suivre en Chine en prime time. Nombreux sont les championnats européens où certains matchs sont joués à midi. En Espagne, on parle même d'aller jouer un match de championnat aux États-Unis en plein mois de janvier, laissant primer l'intérêt financier bien avant celui des joueurs qui devront subir de lourds déplacements. Et donc Antoine, comment peut-on expliquer un déséquilibre aussi important du marché du football ? Le problème vient d'outre-Manche où les clubs les plus modestes perçoivent des revenus égaux, voire supérieurs à certains de nos clubs du top 6. La différence la plus frappante se fait au niveau des droits télé. Le Paris Saint-Germain, champion de France, a touché 56,7 millions d'euros, alors que West Bromwich Albion, dernier du championnat anglais, a récupéré le double. Alors les clubs anglais sont presque en monopole sur le marché des joueurs milieu de gamme, puisque leurs concurrents ne peuvent s'aligner sur leur prix et les joueurs sont recrutés 2 fois plus cher que ce qu'ils valent. Alors sur les 50 plus gros transferts de l'histoire du football, la moitié ont été en destination de l'Angleterre, ce qui lui vaut d'être le championnat le plus relevé au monde. Cela signifie donc que les clubs anglais sont les meilleurs au monde ? Eh bien non, pas forcément. Quand on regarde les 10 plus gros transferts de l'histoire, un seul a été en destination de l'Angleterre, preuve que sur le marché des joueurs haut de gamme, le championnat britannique est encore devancé par les cadors européens, tels que le Real, le Barça, la Juventus, mais aussi plus récemment le PSG. Quand on regarde le palmarès de la Ligue des Champions depuis 2000, 10 l'ont été remportés par des clubs espagnols, contre 3 par des clubs anglais. Alors pour conclure, cette inflation n'est sûrement pas prête de s'arrêter, mais l'UEFA réfléchit à une possible réforme du marché, telle que la suppression du marché hivernal ou encore la limitation du nombre de prêts de joueurs, afin d'éviter que les plus grands clubs s'accaparent tous les jeunes talents. Merci beaucoup Antoine pour toutes ces informations sur la dérégulation du marché du football. Nous y voyons donc maintenant tous un peu plus clair.